Hello, bienvenue sur la guerre à jeux itinérante. Aujourd'hui, je suis très heureux parce qu'on est au salon professionnel de Vichy et on est sur le stand de Super Meeple avec Philippe. Salut à toi. Tu vas bien ? Bonjour, ça va très bien. Bah écoute, ça me fait du monde, on est content. Ah ouais, là c'est bien rempli. Ouais, après, on a l'habitude d'avoir beaucoup de monde de plus en plus, voilà. C'est vrai. Ouais. Bon, bah, ça fait très plaisir. Moi, je suis très content parce que c'est vrai que sur les salons, le jeu expert, on en a de moins en moins, mais chez Super Meeple, il y en a toujours autant. Donc c'est une tradition, c'est notre survie d'ailleurs même. Donc le jeu expert, on va dire, c'est un peu notre nerf de la guerre en fait. Et c'est même, suivant les rumeurs qu'on a entendues, il y avait pas mal d'éditeurs qui voulaient arrêter le jeu expert. Et du coup, on est toujours là. Voilà. Ça c'est cool. Vas-y Jules, pose-moi tes questions comme ça fait plaisir. Du coup, quand tu dis que vous êtes toujours là, globalement sur votre marque éditoriale, vous avez toujours autant de jeux experts que de jeux initiés. Alors, ça n'a pas changé. Il faut bien comprendre que nos jeux en fait sont pas sélectionnés sur le fait que ce soit des jeux experts. D'accord. On sélectionne nos jeux. Alors on fait beaucoup de localisations. On va commencer par ça. D'accord. Donc les localisations, ça représente 80% de nos jeux à peu près, puisqu'on sort en gros 12 jeux par an et sur les 12, il y a 2 créations seulement. Ok. Tout le reste, c'est de la localisation. Donc la localisation se passe par des tests qu'on fait entre moi et mon collègue sur Tabletop, ou peu importe, nous envoie des boîtes, etc. Et c'est vrai qu'on est plus ou moins à la recherche de gros jeux et des éditeurs étrangers nous envoient des gros jeux. Ceci dit, on n'a pas que du gros jeu, parce que notre critère de sélection, c'est là où je veux en venir, ça va être des coups de cœur d'abord. Okay. Alors, c'est des coups de cœur de gros jeux parce que moi, les Chalamir ont des gros joueurs, dans tous les sens du terme pour moi. Et on aime bien les gros jeux, forcément. Mais on n'a pas que ça. Là, justement, dans les nouveautés qu'on va faire un petit tour tout à l'heure, il y aura des jeux, alors nous, on dit familial chez nous, familial plus, et il y en a les boutiques qui vont plutôt classer en initié. En initié, ouais, ça dépend de mais chaque... pour nous, c'est du familial. Ok. Voilà. Et l'avantage, comme j'ai dit, le critère principal, c'est le fait que ça soit un coup de cœur. D'accord. Ok. Voilà. Okay. Alors quand tu dis localisation, de plus en plus c'est pendant les financements participatifs où vous du coup vous proposez directement la version française pour les backers, ou est-ce que c'est après le financement participatif que vous arrivez et bim c'est parti On a essayé plusieurs choses, on a fait alors faut distinguer les jeux qui coûtent cher des jeux qui coûtent pas trop cher. Okay. Quand un jeu atteint une certaine somme, on a fait 3 participations financières sur Game on Tabletop et avec des précommandes illimitées. D'accord. Voilà. Et là, on essaye une autre méthode, ce qui n'empêchera pas peut-être d'en refaire quand même en précommande, mais on essaye déjà de faire, c'est une diffusion qu'on a fait qui a mal été comprise, de faire des précommandes que nous on fera sur une quantité limitée cette fois-ci, une petite quantité qui nous servira à sécuriser la fabrication du jeu. Donc il faut s'imaginer qu'un jeu comme celui-là, le champ de la caméra n'arrive pas à prendre tout sur la table. Galactic Cruise, qui est d'ailleurs vraiment bien apprécié sur les salons des joueurs. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de matériel, donc ça demande un certain investissement de base. Et ces jeux-là, on a besoin de les sécuriser. C'est sur cela qu'on va faire une petite précommande de sécurité pour pouvoir financer le jeu et continuer à en faire du coup, puisqu'on fait partie des éditeurs, comme tu as dit, qui prennent le risque de continuer à faire du jeu expert. Et ce risque-là, il faut qu'on le maîtrise. Et c'est une des raisons pour lesquelles on fait ça. Tout ce qui va dépasser, ça repartira en boutique après. Donc les gens qui disent qu'il n'y aura plus de gros jeux experts, c'est les boutiques, c'est faux. Tous les jeux les boutiques qui disent tous les jeux de Super Meeple, ils vont être en préco, machin, ils vont prendre le truc. Il n'y en aura plus, c'est faux. Voilà, on ne parle que des gros jeux. Et pour donner une idée, cette année, sur tous les jeux qu'on a sortis, il y en a un seul qui est concerné, c'est Galactic Cruise. Où on est d'ailleurs sur le stand. Voilà, on s'est mis au bon endroit. Donc c'est celui-là, par exemple, on ne va pas prendre trop de risques et on a fait cette fameuse préco. Et on va demander aux boutiques de faire une seule préco aussi. Le but étant de régulariser plus ou moins le nombre d'exemplaires à produire par rapport au nombre d'exemplaires qui vont être consommés. Bien sûr. Qu'on ne soit pas en surproduction de notre côté, mais qu'on n'arrive pas en rupture du côté des boutiques. Et ça prendra du temps à se mettre en place. L'équilibrage. Ça prendra du temps parce qu'en théorie, il faudrait qu'on sache les précommandes des boutiques 6 mois d'avance, ce qui n'est pas évident. Donc on essaye quand même petit à petit d'arriver à un bon équilibre en fait. Alors quand tu dis du coup nous on va faire des précommandes, ça veut dire qu'une fois qu'il est distribué le jeu, vous le vendrez pas sur votre site ou il y aura quand même les deux, ça sera précommande sur notre site en quantité limitée, précommande sur le reste de la production par les boutiques. Par les boutiques et ensuite vendus par les boutiques. S'ils n'ont pas tout pris, on reviendra sur
ce qui reste, quoi, le reliquat, sur notre boutique à nous, parce qu'on leur propose qu'une seule précommande. D'accord. Si tout est parti, il y a de grandes chances pour que soit on en reste là et puis on n'en parle plus, soit on commence à avoir des gens qui disent j'ai pas eu le temps de l'acheter, il m'en faut un, et on appelle ça un reprint chez nous. Donc on va relancer peut-être une production s'il y a beaucoup de demandes. Et là, on repart sur une précommande en boutique, possible, toujours. Enfin, les boutiques peuvent précommander à nouveau. Donc, toutes les rumeurs qui disent on va serrer tous les robinets, c'est faux. Le seul truc, c'est qu'on va essayer de maîtriser la quantité, c'est tout. Ouais, puis sinon, en ce moment, ça change énormément sur la distribution du jeu expert, sur la façon dont les boutiques consomment, comment les joueurs consomment, chez les éditeurs aussi, je vais pas en citer, mais ils ont aussi des quotas à suivre, des financements, je vais pas citer de nom, mais ça en parle de plus en plus, voilà, et je peux comprendre que, voilà, de leur côté, les éditeurs ont besoin aussi de sécuriser certaines choses, et un jeu comme ça, notre marge n'est pas très haute, parce que j'en parlais justement avec un bar à jeu qui pensait qu'il sera à 250 € avec les extensions, et il sera à 130 €, voilà, sachant que les deux réunis, on atteint 7 kilos de matériel, hein, donc c'est pas rien. Et on essaye de satisfaire tous les joueurs experts parce qu'ils sont friands de ce genre de jeu-là. Et si on arrête nous, ça fait un éditeur de jeux experts en moins. Ouais, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, les gars. Je vais en dire peut-être un des plus importants, mais je ne veux pas me jeter de fleurs. Voilà, donc voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Restez là, les gars, c'est important. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo d'ailleurs, c'est pour expliquer un peu. Mais c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est que quand il y a du changement, incompréhension évidemment du côté des joueurs et des gens qui connaissent pas tout. Et c'est important de spécifier. Surtout des mauvaises rumeurs. Donc voilà, je voudrais remettre un peu les choses à leur place. Tu fais bien sur cette présentation. Donc en gros, Super Meeple, c'est toujours du jeu expert, mais pas que, parce que c'est surtout du coup de cœur. Voilà. Moi, c'est vrai qu'il y a plein de jeux. Et on a 3 critères en fait, donc c'est donc le coup de cœur. Le deuxième critère, le coup de cœur de nous, bien sûr, puisqu'on n'a pas toujours les joueurs sous la main pour le faire. Quoi qu'on fait participer, en général, on fait participer des joueurs autour de moi et de mon collègue, et aussi des néoludistes qui viennent jouer parfois avec nous, parce qu'on veut savoir aussi si ça les intéresse, hein, forcément, puisque c'est notre distributeur. Et puis le prix, parce que si on rentre dans du délire. Et des fois, on croise des bons jeux, coup de cœur et tout, et on dit non parce qu'on trouve que c'est trop cher. Voilà. Et dernière chose, comment expliquer la qualité, le design. Voilà, on veut que ça soit beau. Donc pour nous, un jeu doit nous plaire, être beau et pas être trop cher. Voilà. Et après, pas trop cher, c'est relatif. En fonction du matos, rapport au matériel, bien sûr. Alors c'est vrai que votre marque de fabrique, le fait que vous soyez, vous localisiez Mind Clash Game par exemple, c'est un point. Ouais. Alors il faut savoir qu'on a des partenariats, notamment, je vais en citer deux qui sont les principaux, c'est Mind Clash Game et Fireland avec Arc Nova et compagnie, où on dit oui jusqu'à maintenant à tout, mais on n'est pas tenu de tout dire oui à chaque fois. Et c'est très rare qu'on dit non parce que ils sortent des bons jeux, quoi. Cool. Alors, donc ils vont sortir Dragonic, qu'on verra tout à l'heure. Parce que là, du coup, on va voir un petit peu dans les différentes tables ce que vous avez ou ce qui va sortir prochainement. Ouais. Et justement, parce qu'on parle de Mind Clash, là, je vois pas spécialement Revenante, ou je sais pas comment. C'est prévu. C'est prévu. Il est pas sur les tables, mais il arrive bien. Là, on présente Vichy pour nous, ça va être la présentation des jeux de fin d'année. Ok, super. Voilà. D'accord. Donc tout ce qu'on va voir là aujourd'hui, c'est que les jeux prévus jusqu'en décembre. Okay. Pour la haute du Père Noël, 7 kilos pour la haute du Père Noël, donc pour avoir pitié de lui. Voilà. Et après, on a une soirée privée ce soir avec Néoludis pour présenter Mythologie qui sera diffusée dans les boutiques au mois de mars et en exclu à Cannes. Okay. C'est le seul jeu de l'année prochaine qu'on va présenter, sachant qu'effectivement dans les tuyaux, on a déjà notre line-up de 2026 qui est prévu. Mais on y va mollo parce qu'on a déjà annoncé 4-5 jeux et c'est pas des jeux à 10 € malheureusement. Donc on va mollo avec les porte-monnaies aussi pour pas trop les coincer, quoi. Alors juste avant d'arriver sur les nouveaux jeux, c'est vrai que moi par exemple j'avais reçu Endeavor au Profond. Pour moi, j'avais fait des vidéos déjà sur la gare à jeux où j'avais trouvé, je l'avais joué en multi tout ça, mais en solo j'avais vraiment apprécié le fait qu'il y ait plein de scénarios, etc. Ce genre de jeu, du coup tu disais tout à l'heure, du coup si c'est en rupture, il y a une réimpression qui est prévue, comme Andrews Creature ou par exemple, du coup c'est pas du jeu expert on va dire, mais pour le coup moi j'ai adoré aussi pareil la mécanique du jeu. Endeavor au Profond, on est arrivé, je vais pas dire sur un plat, mais ça, les ventes se ralentissaient tout doucement parce que faut bien comprendre que les jeux, au bout d'un moment, surtout chez les joueurs experts, il faut qu'ils renouvellent à chaque fois un peu leur truc, même s'ils les ressortent régulièrement, des fois. Mais ils aiment bien aussi avoir de la nouveauté.
Donc on était arrivé plutôt sur une pente douce, sachant qu'on a une extension qui sort l'année prochaine et qu'on était en rupture et qu'on avait prévu de faire un reprint l'année prochaine seulement avec le relancement de l'extension. Ok. Pas de bol, plutôt gros coup de bol. Il a gagné le Spiel, donc on a vraiment de la chance. Alors pas de bol pour nous parce qu'on était rupture. Gros coup de bol parce que ça a relancé la machine. Donc du coup on a fait relancer un reprint urgent, on va dire. Sachant que on fait fabriquer en Chine, on va être honnête. Ils aiment pas trop qu'on fasse dans l'urgence là-bas. Et du coup, on essaye, j'ai bien dit, on essaye de l'avoir quand même pour novembre, le reprint sous réserve. Je préfère mettre des réserves. J'ai eu bon goût alors quand j'avais trouvé que c'était vraiment. Ouais, donc on va refaire un reprint, il n'y a pas de souci, c'est prévu. Et pour ceux qui se posent des questions, parce que sur notre site, on fait des petites quantités de versions de luxe. Enfin, les kits de luxe et les mini-extensions, c'est prévu aussi, je leur dis tout de suite, parce que je sens que vous allez avoir, tu vois, plein de commentaires là-dessus. Et c'est prévu aussi de faire ce reprint-là aussi, uniquement sur nos boutiques en ligne cette fois-ci, parce qu'on fait une quantité limitée. Là, voilà. Et par contre, NBA Vort reviendra en boutique aussi, bien entendu. Grâce au Spiel quelque part, et un peu en avance par rapport à l'extension, sachant qu'il y aura quand même l'extension l'année prochaine. Ouais, super, chouette. Ok, donc là, reprint. Ouais. Bah écoute, si tu veux, on peut parler des jeux du moment. D'ailleurs, celui-là qui m'intéresse particulièrement. Donc, donc Galactic Cruise, sort, tu as dit, ça sort. Alors, ça sort le 14 novembre, sachant que les précommandes boutiques, justement, ont lieu en ce moment. Donc, ils sont en train de précommander chez eux. Okay. On leur laisse un long délai pour qu'ils aient le temps de regarder. Je vais être franc, j'ai travaillé en boutique et je vais pas besoin de donner le conseil parce qu'ils le savent probablement, mais qu'ils aient le temps de voir tous leurs joueurs experts, de dire est-ce que ça t'intéresse que j'en précommande un, voilà, donc on leur laisse faire le truc avec certaines conditions, etc. Tout ça c'est prévu avec Neo 10 pour que ça se passe le mieux possible. Donc c'est 14 novembre qui sortira en boutique, donc prévu pour Noël, sachant que les boutiques précommandent déjà maintenant. Donc on n'est pas à l'arrache, quoi. Et le jeu sera à 90 €, le jeu de base, c'est ce que vous avez là. Le matériel que vous voyez sur la table, c'est le jeu de base. Et j'insiste sur un point essentiel dans ce jeu de base, c'est le pion premier joueur. Voilà. Ah, okay. Si tu veux, je peux te passer. Et quand je le mets ici, il se barre, tout le monde se barre avec. Mais bon. Voilà, donc non, avec un super matériel, enfin j'espère qu'il vous plaît. Donc il est en game trace, dedans il y a tous les game trace pour tout rancher. Chacun a son petit les plateaux double couche, comme on les aime bien, plastique pour ranger tout son matériel. Alors là il est vide parce que tout est sur la table. Voilà un plateau, alors que tout est variable dessus, c'est qui permet d'avoir beaucoup de variabilité sur le jeu de rejouabilité. Toutes les tuiles, les boîtes sont prévues, enfin tout ça c'est dans la boîte. Voilà. Donc, on va avoir 2 extensions qui sont derrière là-bas, donc on va y avoir un moins qui veut faire. Ils sont déjà sur la sortie. Un petit 180 vite fait. Voilà. Donc les extensions qui sont là-bas, qui sont prévues à 20 € chacune, ils sortent en même temps, bien sûr. D'accord. Voilà. Ils sortent en même temps. Et j'en profite pour dire que ces extensions sont pour être rangées. C'est prévu dans la boîte de base. Ah ouais, ok. Ouais, donc ça évite de travailler les 3 boîtes. Donc on peut tout mettre déjà dans la boîte qui est ici. Voilà, donc le jeu ici, je vais vous faire un pitch rapide, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on va jouer une agence de croisière dans l'espace. On y est presque, avec SpaceX notamment. Donc on va pouvoir emmener des touristes dans l'espace. Alors il faut bien s'imaginer que, pareil, on n'emmène pas une flopée, c'est pas un Airbus, on emmène 30 personnes. Chaque fusée aura en moyenne entre 2 ou 3 passagers maximum. Voilà. Donc le but du jeu, ça va être de construire des fusées et les envoyer dans l'espace. Sachant qu'on va avoir des cockpits qui sont ici, des moteurs qui sont à acheter. Donc on en a déjà un dès le départ qui est ici. Voilà, et auquel on va rajouter des sections. Donc je vais montrer devant la caméra dans le bon sens, comme ça il sera content. Il sera pas obligé de se contorsionner dans tous les sens. Voilà, donc on va rajouter des sections de cockpit comme ça. Et donc créer des cabines. La mise au point, monsieur caméraman, c'est bon, ça l'a fait. Parce qu'après, sinon tu. Okay. On va avoir donc ici des cabines pour mettre les touristes. Et elles sont placées sur le côté. Et il y a une action qui va te permettre de prendre un ouvrier et de faire un compte à rebours en faisant différentes actions également. Donc première chose, ça va être de déplacer les touristes dans ta fusée, de mettre un cube là-bas, on verra après. Il va faire que des allers-retours si je continue. De mettre les touristes justement dans la fusée, de payer les ressources, donc la bouffe, l'oxygène et le carburant, sinon ça décolle pas. Voilà, et après on va scorer le vol et on va débloquer des bonus là-bas. Sachant qu'une fois que la fusée sera dans l'espace, on va avoir une petite tuile de croisière comme ça avec un pilote
hop, pardon. Voilà, et il va faire, à chaque tour, il va faire avancer sa fusée. Un tour dans l'espace, un tour dans une destination planète où il y a des loisirs pour les familles. Et un retour sur Terre. Une fois que ça revient sur Terre, on pourra améliorer la fusée ou pas et la faire repartir. Et à chaque fois, on gagnera un scoring ici et on fera bouger des cubes. On va essayer de venir par ici. Tu peux venir de l'autre côté. Ouais. Ah non, viens là, c'est bon. Ah, voilà. Comme ça, tu nous vois toujours, impec. Ah, donc, des cubes ici, chaque fois qu'on fait partir des fusées ou qu'on accomplit certains objectifs ici, un cube viendra se déplacer ici. Voilà, le but étant de remplir avec maximum de cubes ces tuiles-là, donc chaque fois qu'on lance des fusées, et ça enclenche un décompte intermédiaire, donc il va être le nombre de cubes fois le nombre de petites ailes qu'on voit là libérées, qui va être de plus en plus croissant, et quand là je veux en venir, c'est que quand on va remplir les 3 tuiles, ça sera la fin de la partie. Okay. Et avec un décompte final, le décompte final va dépendre de tout ce qu'on a fait sur le plateau et des fusées qu'on a lancées. Alors sur ce plateau-là, on a aussi une pose d'ouvriers à la place de faire décoller des fusées. On va sélectionner des ouvriers qu'on va poser à un endroit, sachant que les ouvriers, quand ils sont posés à un endroit, ils vont pouvoir faire les actions où ils sont présents. Donc ils ont 2 actions, soit les 2 séparées, soit 2 fois la même, soit les actions qui se trouvent à côté, à condition qu'il y ait un engrenage entre les 2. Alors si c'est un engrenage du joueur neutre, parce qu'il y en a, ils vont devoir payer de l'argent à la banque, qui va dépendre de leur réputation. Si c'est des engrenages adverses, par exemple, le joueur vert vient se mettre là, eh bien, il va devoir payer des crédits au joueur bleu, c'est toi. Ça, j'aime bien ça. Donc, tu vas te frotter les mains. Voilà, qui va dépendre de la réputation du joueur vert. Donc, s'il est là, il va devoir te payer de crédits. Donc, on a tendance à construire les engrenages, mais il pourra faire des actions à distance. Okay. Voilà, donc les actions vite fait, ça va être de construire les engrenages, justement, de débloquer des nouveaux ouvriers, de reprendre des ressources qu'on a besoin pour lancer les fusées. Donc ici, il y a un silo où on peut piquer des ressources ou en remettre, qui nous ramène des crédits. On va avoir la planification de voyage. Donc c'est là où on va envoyer notre bonhomme pour dire j'ai planifié ce voyage-là. Okay, on va pouvoir faire venir des touristes, des voyageurs, les planifier aussi dans son futur voyage, ou pas, parce qu'on pourra en embaucher à la dernière minute, grâce à ces actions-là. Et du coup, ça rapporte des points, je rentre pas dans tous les détails, voilà. Construire des nouvelles fusées, rajouter des nouveaux, prendre des plans de segments de fusées qu'on va placer à droite de son plateau et qu'on va construire après, et ce qui vont venir se rajouter à sa fusée. Et c'est là où on pourra créer des cabines et des bonus encore, etc. Prendre des ressources. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut. Et prendre des cartes ici qui nous ramènent des bonus ou les utiliser avec des ressources. Voilà. Et après, les voyages dans l'espace nous rapporteront des points, des trucs ici, vont débloquer des tuiles ici qui viendront débloquer encore des bonus. Bref, tout un truc qui va faire le bonheur des joueurs experts. Super. Voilà. Donc c'est vrai que là, donc ça jusqu'à 4 joueurs, ça donne à 4 joueurs. Un 4. Au niveau interaction, de ce que tu me dis, c'est qu'il y a quand même de l'interaction au niveau des objectifs, au niveau de là-bas, sur ça. Il va surtout avoir l'interaction sur la pose d'ouvriers. Okay. Après, on est quand même dans un jeu où c'est une interaction maîtrisée. Okay. Voilà. Donc, il y a des joueurs experts qui n'aiment pas trop qu'on vienne marcher sur un plat de bande. Mais ceci dit, j'ai chopé un ouvrier là-bas au bout. Si je viens me mettre là, donc je t'éjecte. Et si je t'éjecte, je viens me poser sur mon plateau là-bas et j'aurai un bonus. D'accord. Mais tu peux l'éjecter. Donc, c'est-à-dire, hop, vas-y, voilà. Donc, il faut essayer d'aller dans les endroits où tu éjectes moins d'adversaires. Ou alors, comme j'ai dit, je peux te payer pour utiliser les actions là-bas à droite. Donc, l'idéal, ça serait que j'arrive à construire mon engrenage pour puis payer, justement. Enfin, pas celui-là, un rose, du coup. Bien sûr. Pardon. Voilà. Donc, si lui a construit un engrenage ici, il pourra faire ses 4 actions sans payer. Ceci dit, construire un engrenage, ça coûte un bras. D'accord. Donc, il va peut-être te payer quand même, finalement. Ok, ça marche. Alors, tu disais, après, les objectifs qui sont là-bas, c'est des objectifs de fin de partie ou après, tu en as d'autres, de toute façon. Ça, là. Il y a une, ouais, alors ça, c'est quand on voit diffuser. Donc, ça, c'est une course-poursuite un peu dans les objectifs. Ça, c'est des objectifs. Alors, pour être précis, c'est celui qui est le premier qui a posé 5 engrenages. D'accord, donc voilà. Il y a quand même une course. Il va faire monter ça, et du coup, les autres doivent en poser 6. Okay. Et en général, tu as des compliments quand c'est comme ça. Voilà. Et ici, c'est pas des objectifs, c'est des bonus que tu peux gagner, qui sont one shot, donc tu vas pouvoir les dépenser. Et des fois, tu as besoin de la ressource en bas, d'urgence. Donc tu vas dépenser ton bonus en fait et utiliser la ressource à la place. Voilà. Et bien entendu, il y a un gros tas de cartes, donc c'est tout le temps renouvelable.
Ces tuiles-là, c'est des bonus aussi qui sont changés à chaque partie. Ouais, ça, la rejouabilité, c'est la mise en place du plateau. La rejouabilité est énorme. Il y a pas deux, je pense pas qu'il y a deux parties qui se ressemblent. Et s'il y a deux parties, vous arrivez à deux parties qui sont identiques, achetez les extensions. Les extensions permettent quoi? Enfin, c'est la mise en place qui va être différente sur l'extension. Et il y a des nouvelles actions. Il y a des trucs encore. Ok. Et au niveau du solo, c'est quoi? C'est une IA? J'ai pas joué. Tu n'as pas joué, mais c'est pas grave. Bip, tu coupes. Jeu de société, quoi. Non, j'ai pas honte, hein. J'ai pas joué. Pas de souci. Il n'y a pas de problème. Donc ça, mais en tout cas, il existe. En tout cas, ça a le mérite d'exister. Ouais. Alors, je sais que toi, tu es joueur solo. Alors, pas que, mais j'aime bien. À la garage, on joue aussi. L'été, on joue. On est une quinzaine, une vingtaine à jouer. Donc, je fais un peu. J'ai les deux casquettes. Qui a joué, il m'a dit qu'il était bien. Super. C'est vrai que j'ai les deux casquettes. J'ai le côté un peu solo et aussi le côté un peu multijoueur. Quand c'est multi, j'aime bien quand il y a des interactions. Ouais. Et quand c'est solo, j'aime bien quand c'est très casse-tête. Et j'envoie les jeux à mes animateurs, mes animatrices avant de faire les salons en général. Donc là, c'était des jeux qui étaient déjà présentés depuis Cannes en pro. Ok. Et j'avais envoyé ça à une de mes animatrices qui a joué 3 ou 4 parties solo. D'accord. Donc je suis pour. Et tu l'as jamais revu, c'est que. Non, elle m'a dit je garde la boîte. Donc j'ai dit non, tu la ramènes. On fait pareil, tu me prêtes une boîte, je te dis si je la garde, si j'aime bien. Donc c'est bon signe, on va dire. Super, ok. Voilà. Écoute, pour la présentation globale, c'est déjà cool. Effectivement, rien qu'avec la boîte de base, il y a pas mal de choses. Ouais, mais effectivement, les extensions... toutes les combinaisons possibles, voilà, fait que même ça, c'est des bonus qui changent à chaque fois, voilà. Ok. Voilà. Et après, c'est toujours pareil, là, les durées des parties, ça dépend du nombre de joueurs. Il n'y a pas de configuration optimale. Dans le jeu expert, est-ce que la durée de partie est importante? Non, mais... Quoi que ça dépend. Il y a des revues ouvertes qui vont dire c'est long. Mais c'est pas normal. Si je dis ça, ça veut dire qu'ils se sont ennuyés peut-être. Mais non, la première partie, pour être honnête, à 4 joueurs, comptait 3 heures. Ouais, ok. Voilà. Après, en connaissant bien le jeu, on réduit à 2 heures. Mais c'est pas un jeu d'ambiance, c'est 2 heures. Alors, on va dire que c'est moins parce que... Super. 2 heures, alors je parle de 4 joueurs. Hein. Après, moyen de joueurs, plus c'est rapide. Alors, justement, tu parles quand il y a moins de joueurs, si jamais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent aussi en duo. On parlait des solistes, mais ceux qui jouent en duo, est-ce que quand tu joues à 30 à 40 minutes celui-là par joueur. Ok. Et quand tu joues en duo, tu as des choses qui sont bloquées tout à fait. Bah, par exemple, cette tuile-là, je l'ai posée tout à l'heure parce qu'il y avait que 3 joueurs. Donc cette partie-là, elle est bloquée à 3 joueurs. D'accord. Donc, les objectifs, on avait dit que c'était les cubes qui mettaient fin à la partie ici. Il y a des tuiles qui dépendent du nombre de joueurs. Okay. Donc bien entendu, les parties à 2 joueurs, il y aura moins de trous, donc ça ira plus vite. Ok. Donc la mise en place change évidemment pour qu'il y ait plus de, soit plus tendu. Ils ont prévu ça, ouais. Ok, super. Voilà. Écoute, merci déjà pour cette présentation aussi, puis pour la présentation générale. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire une mini coupure et puis changer pour voir si on a une table pour que tu nous présentes notre jeu. Allez, c'est parti. Attention, on fait transition. Hop, le badge premier. Et voilà, c'est parti. Donc, on est pour le deuxième jeu que tu vas nous présenter. Ouais. Alors, on est où? Alors, Tesoros, donc, hop, je vais rapprocher la boîte. Voilà. Tesoros, donc ça va arriver, il est présenté en avant-première à Essen, en VO. Alors, en VO, quand je dis VO, c'est les versions anglaises. D'accord. Je ne sais pas s'il y aura des versions françaises, il faudrait que je me renseigne. Et sinon, il sort en boutique juste après. Ok. Voilà, donc dans toutes les boutiques. C'est un jeu c'est une création, c'est-à-dire que c'est pas une localisation cette fois-ci. C'est un jeu qui a été signé chez nous d'un auteur qui est connu maintenant, qui n'était pas au moment où il l'a fait, puisque c'est Cédric Millet, c'est bien, qui a fait un jeu connu qui s'appelait Meeple Circus et un jeu encore plus connu puisqu'il a fait Behind qui a gagné l'As d'or cette année. Okay. Voilà, donc du coup notre auteur est devenu connu. On est content. C'est bien. Et vous l'avez repéré avant. Un débutant, quoi. Voilà. Et ce jeu-là, donc, ça fait 7 ans qu'on l'a dans les cartons. Alors je vais pas dire qu'on a travaillé tous les jours pendant 7 ans, hein, faut pas déconner non plus, mais on l'a fait tourner pour arriver à ce résultat-là. Donc on est sur un jeu qui est à la fois un jeu de programmation d'ouvriers et d'exécution d'actions, voilà, avec un petit côté opportuniste, un petit côté ça me plaît, ça. interactif, un petit côté opportuniste, programmation, etc. Ça, voilà. Donc on peut embêter les autres. Il y a même une version qui s'appelle la version mercenaire que je vais pas expliquer là, où on peut carrément emmerder les autres, excusez-moi pour l'expression. Voilà. Allez, j'achète, c'est bon. Voilà. Tu me l'as vendu. On va jouer le rôle de chasseur de trésors, en fait. Okay. Donc, on va dire, Endeavor, en profond, c'est déjà ça, mais non. Donc, on est là sur un autre système de chasse au trésor. On va jouer une agence de chasse au trésor. Je vais le laisser venir tout doucement sur les plateaux. Voilà. Donc, on est une agence de... Tiens, donne-moi ça.
Ah voilà, parfait Voilà. ça. Est-ce que je peux mettre un Waouh, ouais, vas-y. Je monte toujours avant de mettre un doigt. Tu peux y aller. Jamais. Monsieur Moustache, on est bon. Allez, go. Donc en fait, on va jouer sur 3 années et sur ces 3 années, on va avoir un budget en argent à répartir dans différents bureaux. Là où c'est assez intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'il va falloir faire un peu du budget prévisionnel. On est en plein dedans dans la politique, mais c'est-à-dire que je vais voir prendre de l'argent ici qui va me servir dans une action du plateau, qui va me servir à recruter. Ici, ça va pour avoir du matériel. Ici, ça va pour aller chercher des cartes au trésor et exposer au musée. Ici, ça va être pour aller faire de la pêche en mer. Et ici, c'est une caisse noire, ça porte bien son nom, parce qu'il y a vraiment une petite caisse noire qui va s'ouvrir. On va cacher de l'argent et qui va nous permettre de faire des sous de table pour définir l'ordre du tour à chaque truc, sachant que l'ordre du tour est super important. D'accord. Voilà, et en haut, ça nous sert à stocker le matériel. Donc, on a cette espèce de plateau double couche où on prévient ici les régions auxquelles on va devoir mettre le budget. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on va répartir notre budget là-dessus. Et en général, on patauge un peu sur les premières parties parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. Alors, les joueurs experts ont l'habitude, quand même, je précise. Mais on pourra transférer de l'argent d'un bureau à un autre, sauf que ça va nous coûter des agios. On va payer $1 à chaque transfert, puis $2, puis $3 à chaque année. On va quitter le plateau, on va venir sur le plateau principal. Donc sur le plateau principal, j'utilise toujours ma petite réglette, j'aime bien, ça fait prof. Voilà, donc on va avoir une zone de recrutement pour avoir des nouveaux ouvriers ici. Donc on va placer, dans ce jeu-là, on va placer des ouvriers pour programmer nos actions, comme ça. Voilà, donc on va les placer sur différentes zones. La zone de recrutement, la zone pour fabriquer des brevets qui vont nous servir à faire de la plongée sous-marine, etc. Donc un masque pour descendre à une certaine profondeur, un harpon pour casser la tête ou faire fuir les requins, un moteur pour aller plus loin, et bien sûr il y aura d'autres cartes qui vont apparaître durant le jeu, voilà. Sachant qu'il y a un système de brevet qui est très sympa, c'est-à-dire qu'un joueur va dire je fais le brevet, et après on peut acheter. Donc quand on achète, le joueur qui a fait le brevet va payer cette somme-là pour lui. Mais par contre, si un autre joueur vient acheter un masque dont tu as le brevet, par exemple je viendrai ici, eh bien je vais devoir payer $3 à la banque, mais $2 pour toi. Ouais, je récupère, voilà. Donc c'est intéressant d'aller faire des brevets. Après, on va avoir l'achat de cartes au trésor. Cet achat de cartes au trésor va nous entraîner de ce côté-là du plateau. Je dis ça pour le caméraman. Parce qu'il anticipe comme ça. Il n'a pas le champ complet encore une fois. Donc une fois que j'ai une carte au trésor, je vais prendre par exemple la 7. Si j'ai acheté ça, eh bien je vais prendre des tuiles pour en placer ici. Je vais en prendre 3. Je vais en choisir une. Voilà, donc par exemple celle-ci. Voilà, j'aurais dû mettre celle-ci parce qu'il y a des requins, j'aime bien. Voilà, donc celle-ci ici. Donc quand j'ai acheté ma carte trésor, je suis seul à le savoir, donc je vais mettre un petit cube. Si d'autres l'achètent, personne n'est au courant de ce qu'il y a là, tant que je n'aurai pas plongé. Et après on la révélera. Voilà, donc ces cartes au trésor ici, pour pouvoir emmener mes zodiacs qui se trouvent par ici du plateau. Donc c'est une action qu'on viendra planifier ici aussi. Il faudra que les zodiacs, on vient y mettre le matériel qu'on emporte, donc par exemple un détecteur de métaux ou un masque donc que j'aurai acheté, bouge pas, un masque, je cherche où sont les masques, ici par exemple, dans mon bateau avant de partir, faire ma chasse au trésor. Alors ce qui est assez amusant, c'est très thématique, puisqu'on a même mis le petit Meeple qui va partir avec son bateau, et il va venir faire la plongée. Je rentre pas dans tous les détails, bien entendu. Donc il aura un requin à faire partir. Donc s'il n'a pas de harpon, c'est mal barré pour lui. Il ne pourra pas y aller. Donc il aurait fallu que je parte avec un harpon. Et aller chercher un trésor à cette profondeur-là, ça sous-entend que j'ai une bouteille d'oxygène que j'ai pas encore pris là. Donc j'aurais certainement pas pris cette tuile-là, mais j'aurais plutôt pris celle-ci, où les trésors sont beaucoup plus accessibles. D'accord. Voilà. Donc une fois placé ici, voilà, eh bien j'aurais programmé mes actions pour aller plonger ici. Et en fait les meeples vont rester là, ils vont faire la plongée. Je vais y revenir après. Action de la loose, la pêche au moule, c'est pour gagner du pognon quand on ne sait pas quoi faire, je vais passer. Ici, c'est plus seulement pour emmener son zodiac en mer ou alors l'emmener au lagon. Et au lagon, bien entendu, il y a 4 actions possibles. Celle qui ramène du pognon, c'est la pêche au homard, parce que le homard se vend bien et c'est cher. D'ailleurs, t'en manges qu'à Noël maximum. Il faut avoir une cage de homard. De la pêche au gros, il faut avoir du harpon. Donc ça ramène de l'argent. Des photos. Et ici, c'est la poêle à frire. Donc c'est un peu le bol. Donc c'est marrant. Des fois, en général, on gagne toujours quelque chose. Là, je vais gagner $7 parce que j'ai un trésor. Mais des fois, là, je vais gagner un harpon, par exemple. Voilà. OK.
Donc ça, c'est le petit côté hasardeux, mais quand tu te promènes avec ta poêle à frire sur la plage, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Quand tu dis jeu de programmation, c'est-à-dire que tu vas avoir un certain nombre de Alors, on va placer tous nos meeples comme ça. Il y a un certain nombre que tu vas placer. Une fois qu'on a placé le meeple, on va faire les lieux un par un. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Et c'est là que je vais reprendre lui, et puis je vais recruter quelqu'un. Et c'est là que je vais devoir payer. Et quand je vais devoir payer, c'est là que je vais puiser dans le bureau qu'on a vu tout à l'heure, si j'ai suffisamment d'argent. Et si j'ai pas assez d'argent, je vais devoir faire des transferts d'argent, et c'est là que ça commence la galère. C'est là où il faut bien programmer. Voilà. Et après, les meeples que je recrute vont revenir, peu importe. C'est là où je vais acheter des brevets et je vais acheter du matériel. C'est là que je vais aller acheter si j'ai programmé. Donc j'aurais posé des meeples sur ces cases-là et je vais avoir les cartes. Ici, je pourrais prendre des hydravions pour aller distribuer mon matériel sur les canaux qui sont déjà en mer. S'il y a des canaux en mer dans cette zone-là, eh bien, je vais faire de la plongée. Il faut que j'ai le matériel nécessaire, donc il faut un masque pour aller chercher celui-là. Je vais gagner le trésor. Donc on imagine qu'il y a un hydravion payé par tout le monde qui ramasse que les trésors. Et les trésors, bien entendu, ils vont être dans mon stock. Plus tard, quand je vais faire ces zones-là, je vais pouvoir les poser dans le musée et ça m'a rapporté de l'argent. Et éventuellement des points de victoire. Alors sachant qu'il y a tout un système, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais d'ouverture de salle et de fermeture de salle. D'accord, c'est à ta couleur et donc tu sais. Ouais. Okay. En fait, tu vas gagner plus de points si c'est toi qui as ouvert la salle, mais tu vas éviter le coût d'ouverture de la salle aux autres joueurs. Donc tu peux attirer des personnes à venir dans ta salle et gagner de l'argent, bien entendu. Et là-bas, la pub, bon, ça c'est de la truc qui ramène des points. Et là-bas, surtout, c'est les pots de vin. Donc c'est le seul endroit où on met pas de meeple, on vient mettre une enveloppe quand on programme. Et à la fin, quand on arrive sur cette zone-là, tous ceux qui ont participé prennent dans leur caisse noire du pognon, on présente ça dans sa main, et celui qui a mis le plus, eh bien, il deviendra premier joueur. Okay. Et c'est super important des premiers joueurs, en général, soit pour faire un brevet, pour aller chercher une carte ou plonger chercher un trésor, parce que les trésors sont pas infinis, hein. Quand on les prend, ils disparaissent petit à petit. Et puis du coup, j'imagine, c'est plus tu te places tard et plus tu payes cher. Donc c'est ça. Dans les voilà. Et en plus, les placements sont limités des fois, hein. Voilà, en nombre de joueurs. Et on fait ça donc sur 3 années où il y a des budgets pour chaque année et 3 manches par année, avec un scoring intermédiaire entre deux qui est un petit scoring là, et surtout un gros scoring de fin qui va dépendre de nos trésors, de nos cartes, de plein de choses, quoi. Ça, c'est un rappel des actions qu'on veut faire. Il n'y a pas d'asymétrie dans les personnages. C'est pas les actions, c'est seulement les scorings de fin d'année. D'accord. Donc ça, tout le monde a les, voilà. C'est les scorings et les cartes. Rappel de cartes. Ok. Super. Après, c'est assez instinctif au niveau des actions. J'ai rarement vu des personnes qui me disent j'ai pas trop compris. Et il y a un petit truc intéressant quand même qu'il faudra que je dise dans le jeu là, qui est sympa. Le joueur rouge, il est là-bas. Hop. Il y a un boss. Donc le boss, lui déjà, quand il joue, il paye certaines actions moins chères. C'est marqué là, par exemple, il va payer il va gagner plus s'il vend un trésor et payer moins pour ouvrir une salle. Et le boss, par exemple, s'il est avec un ouvrier, eh bien, il a le droit de faire une promotion à son ouvrier et il va lui mettre un chapeau. J'essaie dans le bon sens. Un petit chapeau qui aura le même bénéfice qu'un boss, mais seulement dans la zone numéro 8. D'accord. Donc si lui, je le mets ailleurs, il fera rien plus qu'un autre. Mais s'il vient ici, il agit comme un boss. Donc il y a une importance des meeples que tu vas placer. Voilà, donc il y a des petits chapeaux comme ça un peu partout, où on peut spécialiser ses ouvriers et on a trouvé ça sympa. Super, chouette. Voilà. Nombre de joueurs, pareil, c'est 4 1 à 4. 1 à 4 il y a un mode solo aussi. Ah bon, il y a un mode solo. Ouais, et j'y ai pas joué. Si, non, mais il n'y a pas que des solistes à la garageux, donc t'inquiète pas. Mais okay. C'est au scoring. D'accord, c'est au scoring. Ok, super. Ouais, pareil, après. Et il y a un mode mercenaire que j'expliquais, c'est ces petites cases noires qu'on voit là, en fait. Mais là, de ce que tu dis, on va dire que c'est assez intuitif. Tu disais sur la pose d'ouvrier, etc. Rapidement, les joueurs peuvent. Chouette. Au niveau du thème et tout, en tout cas, ça a l'air d'être très thématique et très. Comme j'ai dit, c'est des coups de cœur, donc on aime bien les jeux plutôt thématiques. Ouais. Voilà. Après, c'est rare qu'on fait de l'abstrait, ça nous arrive, hein, mais c'est plutôt rare. Et les illustrations sont sympas aussi. Voilà, donc 70 €, sortie 31 octobre. 31 octobre. Voilà. Okay. Et tout ce que vous voyez là, c'est dans la boîte, y compris les casiers de rangement. Ok. Merci. Super. Suivant. Allez, on y va. Et c'est parti. On se retrouve pour la 3e présentation du jeu. Alors là, je suis super content. C'est encore une création, mais en plus, c'est un jeu qui va sortir dans pas mal de temps. Ouais. Et donc, c'est pas une exclusivité, mais presque. Alors, ça sera un exclu à Cannes, en vente. Cool. Et après, juste derrière en boutique, donc début mars. Voilà, donc c'est dans le bon sens, ouais. On voit bien. Mythologie. C'est un jeu avec des auteurs français aussi, donc Maxime Badad et puis Michael Frogarsin. Pour ceux qui connaissent, il avait fait d'autres jeux, vous irez voir. Voilà, et c'est un jeu. Alors on était parti au départ à regarder des prototypes de Maxime,
Et finalement, c'est celui-là qui nous a le plus intéressé. Donc on est parti sur une signature sur celui-là, parce qu'on a énormément les mécaniques de ce jeu-là, sachant qu'on n'est pas dans un jeu expert cette fois-ci. On sera plutôt dans un jeu familial plus chez Super Meeple. Donc initiez-moi chez les autres. Voilà, donc je vous propose de déplacer la caméra qu'on puisse voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors vous m'excuserez, j'ai fait une installation rapide entre les tasses à café et les machins, parce qu'on le présentera ce soir en soirée privée à Soirée Néoludis. Mais le but du jeu, c'est qu'on va maîtriser les différentes mythologies. Donc le jeu comporte 8 mythologies en fait. Donc il y a 8 plateaux de mythologies différents. Là j'en ai pris 4 parmi les 8 qui sont assemblés comme ça. Et pourquoi ils sont assemblés comme ça? Parce qu'il va y avoir des objectifs à partir de la 3e et la 4e manche, sachant que le jeu se joue en 4 manches. Il va y avoir des objectifs qui vont dépendre de l'assemblage des plateaux. Donc ici, avoir plus de points de victoire d'invocation qu'un voisin dans son plan terrestre. Et justement, si j'avais mis une autre ici, ben, j'aurais eu une autre. Donc la mise en place, c'est aléatoire, tu l'as. C'est aléatoire, voilà. Donc il y a 4 mythologies prises parmi les 8, du coup, et donc ça permet d'avoir aussi beaucoup de rejouabilité. Après, à force de faire des parties, on commence à connaître un peu les mythologies, et on sait que celle-là, elle combine bien avec celle-là, et il y a une vraie progression à connaître. Voilà, donc on est sur un jeu de, j'ai envie de dire, draft et tableau de cartes. Sachant que l'intérêt, ça va être de remplir son plateau ici de plans. Alors, ce qu'on appelle les plans. Donc, tu as le plan céleste, le plan terrestre et le plan, je sais plus comment, le plan des catacombes, j'ai envie de dire, mais c'est pas comme ça. Voilà, le underground en anglais. Et du coup, le but du jeu, ça va être de combiner ces cartes pour gagner un maximum de points de victoire. Les points de victoire, ce sont ces petits jetons qu'on a ici comme ça. D'accord ? Donc, tu comprends bien que si tu fais cet objectif-là, tu vas gagner 1 plus 2 points de victoire, 3 points de victoire. Et celui-là, ça fera 1 plus 2 points de victoire, 3 points de victoire aussi. C'est un des moyens de gagner des points de victoire. Mais il n'y a pas que ça. C'est qu'en utilisant certaines cartes, il y a des trucs qui nous font gagner des points de victoire, et notamment des invocations. Donc, je vais y venir. Comment ça se passe? Pour chaque manche, en fait, on va avoir besoin de prendre 2 cartes. Chacun va prendre 2 cartes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer une carte ici au centre. Et je vais être, par exemple, le joueur bleu. Donc, en étant le joueur bleu, je sais que moi, à ce tour-ci, je dois choisir de prendre une carte dans cet espace-là. Le joueur rouge dans cet espace-là, voilà. Et bien entendu, à chaque carte qui est là-bas, ça va changer à chaque fois. Hein, c'est-à-dire que à mon tour suivant, ben, je devrais en choisir une, j'irai chercher après. Donc je sais que ça sera pas celle que j'avais prise juste avant, ça sera une des autres, etc. D'accord. Donc ça sera ici que je devrais prendre une carte. Mais sachant que je t'ai dit, on en prend 2. Donc il va falloir que je choisisse parmi 4. 4 mythologies. Donc ça veut dire que au bout d'un moment, j'ai peut-être intérêt à dire ben non, il n'y a aucune carte qui m'intéresse ici parce que ça ne comprenne pas bien avec ce que je voudrais. Mais ça, les autres ne doivent pas le savoir. Donc la première phase, c'est qu'on va mettre cette carte-là et chaque joueur va décider s'il prend la carte ou pas. Donc par exemple, je vais venir là et toi, joueur rouge, ben, tu vas venir ici. Voilà. Une fois que tout le monde a posé son pion, on révèle comme ceci. Et là, ça veut dire toi, tu as refusé de prendre une carte ici. Donc tu vas pouvoir refuser encore une fois. Puisqu'après, tu auras le plus cochon entre 2 mythologies. Comme tu as besoin de 2 cartes, tu vas être obligé de les prendre. Je comprends. Voilà. Là, je vais prendre celle-là. Donc, je vais forcément choisir une de mes cartes et je vais la placer dans mes plans. Donc, ici, par exemple, si je place celle-là, il y a 3 niveaux d'invocation. Donc, si je la pose ici, ça ne fait rien du tout. Si je la pose ici, je vais avoir 2 gemmes. Si je la pose ici, je vais avoir 2 points de victoire. D'accord. D'accord ? Si je remplis une colonne, je vais gagner ça. Si je remplis une ligne, je vais gagner une gemme qui se trouve au bout ici. D'accord. Tous ces gemmes et ces points de victoire, etc., vont me permettre d'acheter notamment des divinités où il faut payer 4 gemmes. Donc, à partir de la manche 2, il y a une carte supplémentaire qui vient se mettre ici, qui est la divinité, qui est ni plus ni moins qu'une créature beaucoup plus puissante. Voilà. Alors, sachant qu'il y a des objectifs, comme celui-là, avoir au moins 2, et ça, c'est le symbole de divinité, dans sa colonne de droite. Donc, il faudrait que j'ai 2 divinités dans la colonne de droite si je veux avoir mes 3 points. Alors, on rassure les joueurs, hein, on a prévu d'avoir toutes les symboliques sur une carte d'aide. Hein. Donc ici, on sait que ce symbole-là, c'est divinité. Donc tout le monde aura une aide de jeu, bien entendu. Lorsque la carte est posée, on enclenche l'effet. Donc ici, c'est un effet permanent. Donc je ne vais pas tous l'expliquer, mais par exemple, à la fin de votre tour, perdez 1 point de victoire par autre créature présente dans ce plan. Donc j'ai intérêt à pas en mettre ici et ici. Parce qu'elle m'a rapporté beaucoup, certes, mais j'ai coincé mon plan. Voilà. Il y a des effets de pause, des effets permanents, des effets, ça c'est pause aussi. Il y a des effets avec des sabliers, il faut que j'en trouve un.
Mais il y a des sabliers qui peuvent être enclenchés quand on veut. Donc je les ai pas là sous la main. Voilà, ici j'en ai un. Effet de sablier ici. Voilà, donc ça veut dire que je peux la défausser à un moment donné et la faire agir à un moment donné. Et puis voilà, donc en général, voilà, gagner un point de victoire pour chaque créature de votre défausse, max 5. Donc j'ai intérêt à l'enclencher, bien sûr, quand j'ai défaussé pas mal de cartes. Et elles vont matcher plus ou moins ensemble en fonction des... Pardon ? Ça va matcher plus ou moins ensemble en fonction des couleurs ou pas spécialement des mythologies c'est-à-dire que si j'en prends deux comme ça, pas spécialement... Alors si t'en as deux comme ça, ça veut dire que tu as fait au moins 2 manches, parce que tu pourras en prendre qu'une par manche dans une mythologie. Et après, on va refaire une deuxième manche où tu pourras en avoir une deuxième. Sachant qu'on a mixé les pouvoirs de mythologie avec des orientations précises. Je veux dire qu'il y en a qui sont vachement agressifs, et il y en a qui rapportent beaucoup de ressources, et il y en a qui ont beaucoup d'effets permanents. Chaque mythologie a un peu sa spécificité, tu vois. Donc des fois, ça peut avoir l'intérêt d'avoir les... Et l'intérêt d'avoir 8 mythologies, justement, c'est que les combinaisons entre elles peuvent changer. Donc ça fait beaucoup de renouvellement de parties. Voilà, donc c'est assez rapide parce que le jeu se joue donc en 4 manches. On draft les cartes, on les pose là-dessus, puis après on comptera les points. C'est parti, on prend les points. Ouais, voilà. Et à partir de la manche 2, on va avoir des cartes divinités qui sont beaucoup plus balèzes. À partir de la manche 3, on va résoudre cet objectif-là. Et la manche 4, cet objectif-là. Voilà. Et celui qui a le plus de points de victoire devine, il a gagné. Voilà. Ah bon? Ouais, on a fait original. Très bien. Super. Bon, voilà, alors l'intérêt, je te dis, c'est cette combinaison de cartes entre elles par rapport aux mythologies que tu as jouées. Et on sent tout de suite, enfin moi quand je joue avec les auteurs, je me fais marcher dessus parce que ils connaissent, voilà, ils savent ce qu'il faut prendre. Ce qui me rassure, parce que ça prouve qu'au plus tu vas jouer, au plus tu vas progresser. Voilà. Oui, de toute façon, tu vois tout sur le plateau. Enfin, je veux dire, globalement, tu sais pas ce qui l'autre va prendre les cartes ou pas, mais tu vois. Ça, c'est marrant. Donc ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, il va falloir se poser la question. Alors, t'as posé le pion et tu te dis, je sais où tu vas en venir, et puis l'autre, il retourne. Non. Voilà. Et pas du tout. Et après, il y a la pression des divinités, parce que tu es obligé d'en avoir un certain nombre pour faire des objectifs. Donc, tu vas avoir cette pression d'aller la chercher, et tu sais qu'au bout d'un moment, ce joueur-là va devoir prendre une divinité. Et du coup, tu essaies de mettre la pression là-dessus. Et puis il y a tout qui est visible. Enfin, je veux dire, dans le jeu, t'as pas de truc caché, donc tout le monde voit. Tu sais ce que les autres peuvent prendre. Et il y a beaucoup d'interactions parce qu'il y a certaines cartes qui vont agir. Tu vois là, par exemple, par rapport à ses voisins là qu'on a vu tout à l'heure. Donc forcément, il y a une interaction avec ses voisins. Forcément, les voisins vont tout faire pour pas que tu puisses savoir ça. Et eux-mêmes, ils vont essayer de le prendre puisqu'ils vont essayer de l'avoir pour eux, puisqu'ils vont avoir plus de points que les voisins. Donc il y a une bagarre vraiment interactive. Et il y a certaines cartes qui vont aller faire des vacheries chez les autres. Genre, faut remonter une créature d'un cran. Ah, ça c'est vache. Ça. Ouais. Mais ça j'aime bien, mais c'est dégueulasse. Et après, il y a moyen bien sûr, il y a des moyens de contrecarrer et tout ça, mais ça râle autour de la table. Tu disais comme c'est 4 manches, c'est-à-dire quand une partie c'est quoi pour le coup, 1 heure et demie à 4? Oh non. Même pas 1 heure? Ouais, 1 heure au maximum. Quand tu reconnais pas les cartes, tu les lis toutes, donc forcément c'est long. Et quand tu commences à lire les cartes, quand tu commences à connaître les cartes, tu vas beaucoup plus vite. Voilà, j'ai envie de dire, j'exagérerais en disant une demi-heure, mais c'est pas rare qu'on en enchaîne 2. Ouais. Donc ça va être vraiment une gamme de produits où tu vas avoir peut-être des nouveaux joueurs qui vont venir chez Super Meeple avec ça parce que ça va être plus court, ça va être plus peut-être difficile à dire. C'est ce que je disais tout à l'heure quand on a parlé des jeux experts. On n'est pas spécialisé dans le jeu expert, on est spécialisé dans le coup de cœur personnel. C'est très égoïste en fait. Et celui-là, ça a été un coup de cœur, notamment, tu vois. Et c'est pas un jeu expert. Ouais, mais parce que ça vous on a dit, c'est pas mal, quoi. Et après, ça m'a demandé tout à l'heure, avant de faire la vidéo, combien de temps on avait travaillé dessus. Et la réponse, pas longtemps, parce que ça a été un coup de cœur tout de suite. Et on a senti que la mécanique, elle était déjà bien ficelée, tu vois. Donc on n'a pas mis si longtemps que ça sur celui-là. Voilà. Ouais, après ça n'empêche pas, de toute façon, effectivement, c'est pas parce que tu aimes les jeux experts que tu peux pas aimer aussi les jeux plus souples. Après, tu verras, quand tu joueras, si tu as l'occasion, il y a quand même une profondeur. Oui, mais ce que tu disais là, c'est que chez Super Meeple. Ouais. Quand tu connais les cartes, du coup, effectivement. Voilà, c'est-à-dire que ça va pas être plat, quoi. Il y aura toujours des noms d'oiseaux autour de la table avec ce jeu. Super. Ouais. Chouette, ça fait. Non, chouette, tu vas pas me faire ça, tu vois. Voilà. Ok. Super. Alors bien sûr, quand on s'attaque à quelqu'un, généralement, c'est celui qui est en train de gagner. Voilà. Après, il y a des mythologies. Alors c'est ça qui est bien, c'est que j'avais dit qu'il y avait des mythologies qui étaient très agressives, notamment, qui peuvent aller faire des vacheries chez les autres. Et l'intérêt,
c'est que si les joueurs trouvent que c'est trop agressif comme jeu, ils enlèvent la mythologie. Ils enlèvent cette mythologie-là. Ça, c'est sympa. Voilà, et on compte peut-être d'en rajouter plus tard après. D'accord, genre des extensions où tu peux dire tiens, je vais rajouter ça on ou va ça. voir comment il fonctionne déjà et puis, voir comment ça, voilà. ce que ça donne. Mais nous, on aime beaucoup. Super. Voilà. Chouette. Merci. Sortie mars. Ok, super. Et super, donc on se retrouve à nouveau pour un jeu qui va sortir. Et ce coup-ci, c'est de localisation du Mind Clash. Mind Clash, un de nos partenaires que je parlais tout à l'heure. Mind Clash. On apprécie beaucoup leur jeu aussi, notamment le matériel qu'ils font. En plus, il y a des dragons, etc. Et c'est un Mind Clash. Alors, c'est vrai que Mind Clash se fait aussi de plus en plus à faire des jeux, on va dire, initiés et moins tout. Il y a beaucoup qui ont eu du mal de franchir le cap, de dire mais attends, c'est pas un jeu comme Tricarion ou Anachronie, parce que c'est Mind Clash. Vous avez pris une certaine habitude avec des gros jeux. Et Mind Clash, il est comme nous, en fait, et ben, il fait des coups de cœur. Donc, il nous les propose, et nous, on craque aussi, du coup. Voilà. Donc, ça, c'est Dragonnier, qui s'appelle, en fait, en version originale, Ember Heart, pour être précis. Sauf que nous, on a trouvé que ça parlait pas assez par rapport à la thématique. Donc, Cœur d'Ambre, c'est sympa, mais on a choisi de mettre Dragonnier, parce qu'on est vraiment dans l'univers des dragons. On est tellement dans l'univers des dragons que le jeu consiste justement, enfin le pitch, c'est que le royaume contient plusieurs dragons et ces dragons sont martyrisés par des braconniers. Et on vient les sauver nous, en tant que dragonniers. C'est classe. Voilà, donc je vais enlever la boîte pour expliquer. Hop. Faire le petit tour, voilà. Donc on est sur un jeu plutôt familial, initié, on va dire. Je ramasserai les pions après, t'inquiète pas. Voilà, un jeu d'initié qui va se jouer en 5 manches et auquel on va essayer de sauver un maximum de dragons. Chaque dragon qu'on va sauver va nous rapporter des points de victoire qui sont indiqués ici. Voilà, donc il y en a différents niveaux comme ça. Et il n'y a pas que ça à faire parce qu'il va falloir envoyer notre équipe de mercenaires pour venir les sauver. Donc le jeu va se jouer en 2 phases, encore une fois. Une phase de programmation pour aller faire une action et la résolution de toutes les actions. Tu vas dire encore? Oui, encore de la programmation. C'est différent. C'est pas la même programmation. C'est pas la même chose. Il y a une espèce d'enchère. Donc c'est-à-dire que par exemple, sur ce lieu-là, je vais recruter des héros qui vont me rapporter des points en fin de partie. Ces points qui vont me débloquer des capacités et des scorings. Mais ça ne va marcher que si je leur associe un dragon que j'ai fait venir avec un dragon de la couleur correspondante. Sinon, c'est la capacité qui marche pas ou c'est le scoring et la capacité? Sinon, rien du tout marche. Rien du tout, ouais, que dalle. Voilà, donc t'as plus que tes larmes pour pleurer. D'accord. Voilà, donc ici, donc il faut essayer d'avoir des héros. Ici, on va recruter des petits jetons qui vont nous servir justement à faire cette programmation. Ici, on va libérer des dragons. Là-bas aussi, sur un système de pyramide. Ici, ce sont ce qu'on appelle des réserves. Donc les réserves, c'est pareil, il va falloir les associer à un dragon de la couleur correspondante pour pouvoir déclencher ce bonus-là. Ce bonus-là étant de nous faire grimper sur un plateau qui va améliorer notre dragon personnel. D'accord. Voilà. Et enfin, ici, ça va être des objectifs à atteindre. Donc, il ne faut pas dépenser les ressources qui sont indiquées, mais il faut les avoir en stock pour valider l'objectif. Donc, on a le droit d'avoir l'objectif chez nous, mais il ne nous rapportera rien. Et si j'ai 2 dragons rouges, là, et 6 recrues, pardon, je vais pouvoir valider mon objectif. Donc tu as tout intérêt à essayer d'avoir les mêmes prérequis parce que du coup ça va se pour et justement en plus c'est progressif, c'est-à-dire que là la carte elle est mal rangée parce que c'est le 3 d'abord, mais à chaque fois ça va devenir de plus en plus difficile. Voilà, et enfin on a un truc ici qui est en fin de manche qui nous fait des vacheries. Alors comment ça se passe? Eh bien, les joueurs vont tour à tour dire moi ça m'intéresse d'avoir un héros ou d'avoir un dragon. Donc ils vont envoyer des recrues. Les recrues, le nombre que je vais mettre va dépendre du nombre de jetons. Donc 1, 2, 3 ici. Et j'ai dit que j'ai joué là. Et toi, du coup, tu vas pouvoir prendre des recrues. Alors je vais prendre le jaune, comme ça je t'embêterai pas. Et il va dire, moi, 1, 2, 3, 4. Et je mets un jeton dessus. Voilà, et etc. On fera ça dans tous les lieux, puisque chaque fois il y a un 2, 3, 4, 5, un 2, 3, 4, 5, sauf ceux-là qu'on verra. Il faut que l'emplacement soit libre et du coup il faut que tu aies le nombre de jetons qui correspondent. Voilà. Et du coup, quand on va résoudre les lieux après à la deuxième phase, on va commencer par celui qui s'est posé là, qui va choisir son héros en premier, et après seulement lui, puis seulement lui. Donc, rien ne m'interdit. Ah ouais, c'est comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, de faire ça. Bien sûr. Tu pourras en prendre 2, on est d'accord. Hein. Tu pourras en prendre, et là, j'en prendrai 2. Voilà. Et s'il y avait un joueur là, lui, par contre, il n'aura rien. Hein. C'est à 3 cartes. C'est ballot. À moins qu'il y en ait un qui passe, parce que tu as le droit de dire finalement, je fais rien. D'accord. Voilà. Alors, le petit astuce, c'est que lorsqu'on va résoudre les lieux, tous les héros
les mercenaires recrues simples qu'on appelle, ils vont être rendus à la banque. Tu les perds. Donc l'intérêt, ça va être d'en reprendre en faisant cette action-là, où tu en regagnes 4 et où tu feras monter une flamme qui est là-bas, on verra après. Ok. Voilà. Ou alors, ça va être de les spécialiser. Donc les spécialiser, ça sous-entend que tu vas avoir des jetons équipements que j'ai là. Et pour un jeton d'équipement, je peux transformer une de mes recrues en mercenaire spécialiste. Donc par exemple ici en éclaireur. Donc j'ai transformé le gris en jaune. Et tu le garderas à la fin. Exactement. Et par contre, je peux jouer que les jaunes ici, ici ou ici. Et ils pourront pas aller là-bas. Ok. Ouais. Voilà. Donc j'aurais pu faire ça à la place, effectivement. Et du coup, quand je vais faire l'action, eh ben les 4 là, ils vont partir à la banque, mais celui-là, je le garde. Donc il y a cet petit aspect intéressant où il faut spécialiser ses ouvriers. Là, t'es pas limité. Quand tu mets là, n'importe qui peut se placer ici pour récupérer des. Tout à fait. Et c'est instantané en plus, parce que là, on le résout tout de suite. D'accord. Au moment où tu places. Donc si tu manques de recrues, t'as intérêt à mettre lui un fois ici. C'est pas rare que les gens viennent jouer. Par contre, ça fait monter la flamme. Et j'expliquerai à quoi ça fait après ça. Tu nous fait peur avec les sortes de flammes. Ouais, c'est pas bon. Ça sent pas bon, voilà. Ça sent cramé, ça sent le roussi, comme dirait l'autre. Voilà. Et là, tu gagnes des équipements, justement, ce qui va permettre de transformer tes jetons. Compris? Alors, je vais faire les lieux vite fait. Donc, ici, tu recrutes des héros qui te donnent des capacités. Ici, quand tu vas résoudre la carte, eh bien, tu vas gagner des jetons de la banque directe. Et là, c'est des spécialistes en général. Donc, c'est intéressant. Des fois, la flamme descend. C'est plutôt bon signe, hein. Mais des fois, c'est là. Des fois, la flamme monte. Et c'est pas bon signe, ça sent le roussi toujours. Voilà. Ici, tu vas recruter des dragons. Enfin, tu vas libérer des dragons du camp des braconniers. Et ces dragons, tu vas essayer de les associer à des héros ou à des terrains. Voilà. Là-bas, c'est pareil. Alors, c'est un système pyramidal où on va envoyer des gardiens, c'est ces jetons-là. Où chacun qui ont misé ici vont prendre un dragon au premier étage. Ceux qui ont mis des gardiens, ils seront mis là-bas. Et celui qui en a le plus va pouvoir prendre au deuxième étage, puis le suivant. Et après, s'il en reste encore, il va pouvoir prendre au troisième étage. Donc, on peut recruter jusqu'à 3 dragons ici si on a mis beaucoup de gardiens. Ok, encore faut-il les avoir. Voilà, sachant que il va falloir perdre des gardiens, cette fois-ci sur certains dragons. Ici, ici, ici. Par contre, on va pouvoir monter nos jetons sur nos fiches de dragons. Voilà, ici, c'est le fameux truc qu'on associe à un dragon qui va nous permettre de faire monter un jeton sur nos fiches ici. Donc là, si j'ai un rouge, je monte de 2 crans sur le rouge. Voilà, où j'aurais pu monter ici ou ici si c'était un vert. J'expliquerai après ça. Et enfin, là, c'est l'objectif que je t'avais dit qu'il fallait avoir le truc, tu le valides ou pas. Ok. Tu défausses pas. Et après, on a fini la résolution. Sauf que il va y avoir ça tout à la fin. Alors, les joueurs, au lieu de faire une mise pendant la mise en place, quand est-ce que ça s'arrête la mise en place? C'est pas quand on n'a plus de jetons comme ça. C'est qu'au lieu de faire une mise, tu peux retirer un de ces jetons-là. Si tu retires ce jeton-là, tu deviens premier joueur à la prochaine manche et tu pourras déplacer une pile. Si tu retires ce jeton-là, tu vas pouvoir retirer une des 2 cartes ici. Si tu retires ce jeton-là, j'expliquerai après ce que c'est ça. Tu gagnes un équipement et tu vas pouvoir départager les égalités. Et c'est là où j'en viens. Ou si quelqu'un doit prendre un dragon au 2e étage et qu'ils sont à égalité, c'est toi qui décides. C'est celui qui a ce jeton-là qui décide, même s'il n'est pas là-bas. Ah ouais. Ouais. En général, il te fait des potes. Et celui-ci, ça fera descendre ta flamme de 2 crans. Okay. Ça t'inquiète cette flamme, mais bon, voilà. Donc ça descendrait de 2 crans. Tu remarqueras que je suis placé particulièrement en face, mais. Voilà. Mais après, t'as la bonne couleur, donc c'est bon. Et enfin, quand tous les lieux sont résolus, on fait une vacherie, ce qu'on appelle un raid. Donc les braconniers viennent se venger un petit peu. Et là, ils vont nous prendre, alors on va essayer de la mettre dans le bon sens pour la caméra, ils vont nous prendre un jeton spécialisé par carte comme ça qu'on a chez nous. C'est ces cartes-là. Voilà. Alors en général, celui qui a pris ce jeton-là, comme il doit choisir entre les deux, il va prendre celui qui lui fait moins de mal et qui fera le plus mal aux autres en général. On se fait aussi insulter pour ça. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et après, la partie va prendre fin au bout de 5 manches. On remet les jetons, on remet les cartes. Okay. Voilà. Je vais expliquer un peu le dragon ici. Donc le dragon, on va venir avec celui-là, parce que c'est sympa. Quand je le joue, quand je vais jouer sur une pile, je peux jouer mon dragon avec. Voilà. Ce bonus-là me dit que j'ai 2 recrues gratuites. Donc par exemple, si je prends 2 jetons et que je joue avec mon dragon, je peux aller sur le 4, comme si j'avais 2 recrues supplémentaires. Okay. Voilà. Si jamais je viens sur l'emplacement 3, ici, je gagne l'équipement. Emplacement 3. Et si je suis le premier à venir sur un lieu avec mon dragon, je vais gagner ici la possibilité de faire baisser ma flamme d'un cran, voire 2, voire 3. Voilà, donc bien sûr, c'est très rare qu'on arrive à monter tous nos jetons, mais c'est aussi un moyen d'avoir des points en fin de partie parce que
on a des étapes qui rapportent des points, sachant que la dernière fait 12 points quand même. Ça donne un côté un peu asymétrique du jeu. J'ai vu quelqu'un gagner avec ça parce qu'il avait amélioré que son dragon et on l'a pas fait attention, on aurait dû faire attention. Et du coup, son dragon était tellement puissant que chaque fois, il baissait sa flamme comme un fou là-bas et il prenait plein d'équipements. Parce que tu peux un peu l'empêcher d'aller l'améliorer. Non, on peut pas. Ouais, mais après, ce qu'il faut, c'est voilà, dans les placements, on peut l'empêcher. Et ou alors, tu améliores aussi ton dragon. Ouais. Voilà, faut y penser. Voilà. C'est sympa ce petit côté level up là, de choisir d'optimisation de comment tu veux faire ta partie. Quoi. Et on en vient à ce que tu attends avec impatience de savoir. En fin de partie, eh bien, ce joueur-là, celui qui sent le plus le roussi, il a 0 points. Et après, on va compter 1, 2, 3. 3 points pour ce joueur-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 points pour le joueur blanc. Donc, plus tu as d'écart avec le plus nul, on va dire, plus tu gagnes 2 points. Plus tu gagnes 2 points. Et celui qui est là, carotte quoi. Pas carotte. En tout cas, il a pas le score. C'est l'écart qui va compter. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'aura pas ses points bonus ici. Alors, en général, on fait gaffe, hein. Mais ça, c'est déjà beaucoup en général. Voilà. Après, j'ai déjà vu plus de 10. Hein. D'accord. Et là, bah, c'est 20 points. Et celui qui est au milieu, il est rageux quoi, parce que tu fais chier tu fais chier le. Ou alors tu vas bien descendre et puis tu vas te dire il est en train de faire cette stratégie-là, faut que j'en empêche. Et c'est là justement où tu vas commencer à prendre des flammes parce que tu vas devoir recruter des trucs qui font monter, enfin des dragons qui te font monter, etc. Là, ce dragon il te fait monter 2 crans hein, quand même. Hein. Voilà. Ok, super, chouette. C'est sympa le double. Enfin, la mécanique est très simple et fluide très et à la simple. fois. Alors, coup de cœur pour moi. Je vais vous dire pourquoi. Pour ceux qui sont vieux de la vieille, il m'a fait penser à un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelait Lancaster. Si tu n'as jamais joué. Non. Voilà, où il fallait faire des actions en voyant des chevaliers de plus en plus forts. Donc c'est l'équivalent des piles là quelque part. Où il y a cet effet. Ah ouais, tu fais ça, bah je viens là. Ah ouais, mais t'auras plus de jetons pour aller ailleurs. Voilà, donc ça discute pas mal. Et cette histoire de là, il y avait des lois à voter dans Lancaster qui étaient un peu complexes et un peu hasardeux. Là, il y a ce truc-là qui est pas mal, où on vient embêter l'autre. J'ai retrouvé cet esprit-là, et pour moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Mais bon, voilà, après, c'est un vieux jeu. Visuellement, bah, c'est l'illustrateur de Everdell. Donc ça plaît forcément. Quoi dire d'autre? Il faut y jouer pour l'apprécier. Voilà. Après, non, mais là, on comprend bien quand même. On est dans un jeu qui tourne à 60 minutes. Combien tu dis 60 minutes. 60 minutes. Ouais. Le plus long, c'est ces cartes-là quand on les canons. C'est 4 joueurs ou 5 joueurs du coup 1 à 4. 1 à 4. Et j'ai pas joué en mode solo. Non, tu remarqueras que je te pose plus la question parce que je me disais sinon tu vas. En mode solo, il y a un joueur IA qui vient prendre des emplacements. Je me disais c'est bizarre un Mind Clash en mode solo, mais pourquoi pas, why not? Parce qu'il me semblait que sur la boîte il y avait marqué 2-4. Le Ikarion, il est pas en solo. Si, justement, c'est bizarre qu'il y ait un Mind Clash sans mode solo. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi pas? Iron Wood, il est en solo, plus que solo même. Donc j'osais rien dire. Ok, super. Non, c'est chouette. On a Monsieur Moustache qui est derrière la caméra, donc on peut pas savoir ce qu'il en pense, mais on lui demandera après. Écoute, merci pour toutes ces présentations de jeux. Avant de se quitter, même si on voit pas les autres tables. Sanctuary, j'en dis vite fait. Ouais, vas-y. C'est le jeu qui va faire la version simplifiée d'Ark Nova. On doit construire un zoo. Ça marche qu'avec des tuiles, moins de règles, moins de durée de partie, plus facile à sortir et ça cogite quand même pas mal. Mais quand tu dis, parce qu'on pense à Ark Nova parce que c'est le côté zoo, mais est-ce que la mécanique, il y a une ressemblance dans la mécanique parce qu'il y a toujours cette histoire, tu déclenches une action et tu déplaces ta tuile au départ. Ok. Voilà, donc de puissance, d'association. Alors ça va être des associations de tuiles qui vont tout faire. Donc tu vas essayer de dire cette tuile-là, il me la faut absolument, comme avant, cette carte-là, il me la faut absolument, pour essayer de la poser à tel endroit. Donc il faut aller chercher la bonne tuile que j'ai besoin, la prendre avant les autres, pouvoir la poser parce qu'il va falloir la force suffisante de l'animal en question pour pouvoir le poser. Voilà, et puis de faire des zones, ce qu'on appelle des zones, des combinaisons sur le terrain, etc. de tuiles. Parce que le seul défaut, si on pouvait dire, en tout cas les critiques des joueurs sur Ark Nova, c'était souvent que c'était long à 4 joueurs. Et, voilà. Et donc là, c'était un peu pour ça, je veux dire, Et j'ai joué avec des joueurs qui ont fait X parties d'Anova, notamment sur BGA, il y a des gros joueurs. Et j'ai joué à Sanctuary, on a fait une première partie. Et la plupart m'ont dit mais c'est un goût de reviens-y, donc c'est bon signe. D'accord, ok. Ouais, c'est pas parce qu'ils ont Ark Nova qu'ils n'aimeront pas ce jeu. C'est pas une version édulcorée. Et du coup, ils sortiront plus facilement pour une partie plus rapide. C'est ça quand tu les as. Ou pour faire découvrir Ark Nova. Bien sûr. Ok. Donc l'un n'empêche pas l'autre, quoi. D'accord. Super. Ça fait déjà une belle gamme de jeux. Voilà. Moi, j'avais juste une question d'un jeu qui est pas là présent. Je t'avais dit Revenant, qui sera prochainement l'année prochaine. Sur un Mind Clash également. Rien non, tu dis rien.
D'accord. C'est le thème de Voidfall, mais on dira rien. D'accord. On a fait la traduction. Et comment dire, c'est dans la gamme du Voidfall, en fait, ouais, c'est le même univers en moins costaud. Mais tu vois, au début, je m'étais dit, ouais, Revenant. Moi, Voidfall, j'adore. Pareil, pour le coup, je l'adore en solo, plus qu'en multi, parce que je le trouve trop galère en multi. Mais je me suis dit, tiens, est-ce que Revenant, ça va m'intéresser? Mais j'ai vu que les mécaniques n'étaient pas les mêmes du tout. Et qu'à l'arrivée, ça a le même. Je te dis trop bien, ça. Oui. Mais voilà. J'ai vu un peu le synopsis. J'ai dit, merde, en fait, j'aurais dû m'y intéresser parce que c'est trop bien. Donc. Alors, Voidfall, tu parles ou? Alors, non, Voidfall, j'adore en solo. Mais je me dis, du coup, Revenant, j'ai dit, en fait, c'est pas du tout la même mécanique, c'est pas du tout le même style de jeu. En fait, même si c'est dans le même univers. C'est ça. Ouais. Et on retrouve les mêmes aspects avec le truc attaque là et puis voilà. Mais ouais, enfin c'est bien. Cool. Mais on en reparlera. Oui, on aura le temps de. Et dernière question, parce que du coup dans les prochains jeux aussi, World Order, c'est ça, on le dit comme ça. Ouais, c'est prévu début d'année. Début d'année, ok. Prochaine, aussi, je crois, de mémoire, si je dis pas de bêtises. World Order, c'est un jeu on va en plein dedans là, parce que c'est un jeu de politique flux tendu, guerre froide. Voilà, où on va déplacer ses armées, on va lancer des ordres, des choses comme ça. Rien à voir avec l'hégémonie. Ouais, voilà, je peux pas rentrer trop sans te montrer le matériel bien et sûr. Tout, mais c'est un système de cartes et de placement de troupes, etc. qui va tout faire. Pareil, ça va l'air d'être. Et on a l'impression d'être un général, on va dire militaire, ou plutôt un politique militaire général, tu vois. Et pour les vieux de la vieille encore, on va retrouver un peu cette saveur qu'avait Diplomatie, si tu as connu. Ouais, ok. Qui Diplomatie était hyper long, et là où Order est beaucoup plus rapide. Mais rien à voir avec j'appelle ça son grand frère, mais Hégémonie, où c'est vraiment Hégémonie, c'est très thématique. Les mêmes saveurs, on va bien dire. Sûr. Ça sera à découvrir, comme ça il y aura d'autres vidéos sur la garage. Écoute, je te remercie Philippe, c'était super pour toutes ces découvertes-là. Et puis en tout cas, le mot de la fin, ça serait continuer comme vous êtes, c'est super. Merci, c'est gentil. Donc ne vous arrêtez pas et changez rien, en tout cas, allez dans le bon sens du terme. Mais merci à tous les joueurs de jouer. Écoute, à très vite en tout cas. Allez, on se continue pour des prochains épisodes sur Vichy Pro. Est-ce qu'il y a encore des jeux experts? En tout cas, on voit qu'il y en a encore, donc ça fait plaisir. Bye, à bientôt. Merci.